c'est en amont de la conception. Encore que non, en vérité, puisque on interroge aussi les parents, on interroge les individus, j'interroge les normes de parentalité plus généralement. Donc ça porte en vérité le champ d'enquête et sur les parents, mais aussi les non-parents. Mais ça concerne les normes de parentalité et éventuellement leur association avec les normes de genre. Donc la question est de savoir si éventuellement les normes de genre pouvaient avoir une influence sur les façons dont on perçoit la parentalité. Et c'est une petite différence avec les démographes qui posent plutôt la question, eux, de la fécondité. Donc vraiment l'outcome, le résultat, est-ce qu'il y a des enfants ou pas. Les sociologues vont plutôt avoir tendance à essayer de capter le vécu, l'expérience. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici en m'intéressant aux visions, aux représentations de la parentalité, parce que ça permet d'approcher en particulier les tensions qui existent dans le couple, dans la famille plus généralement, dans l'expérience de parentalité. L'idée de mon travail était de mettre un peu d'ordre entre deux grandes thèses qui me semblaient un peu contradictoires. La première est celle qui est issue de ce qu'on appelle les théories de la seconde transition démographique, qui explique la chute de la fécondité tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, enfin à partir du deuxième moitié du XXe siècle, par l'entrée des femmes sur le marché du travail. Donc globalement, cette théorie-là nous dit plus les parents sont égaux, plus ça déstabilise en fait les arrangements de genre traditionnels, donc moins ils vont être heureux, ce qui fait qu'ils auront moins d'enfants. C'est un peu ça le mécanisme explicatif. Et puis, parallèlement à ça, plutôt un peu après, il y a d'autres théories qui émergent à partir des années 1990, qui disent « Ouais, mais en fait, dans certains pays, sous certaines conditions, quand la révolution de genre est vraiment engagée, et qu'il ne s'agit pas seulement de l'entrée des femmes sur le marché du travail, mais aussi l'égalité de genre dans la sphère domestique, c'est-à-dire l'entrée des hommes dans le travail domestique et parental, et bien là, on repère quelques effets de redémarrage de la fécondité, notamment dans les pays nordiques. Et donc là, on a plutôt l'idée que l'égalité de genre favorise un nouvel ordre familial qui dispose mieux à la famille et qui fait donc repartir à la fécondité. Et donc, ce serait l'idée ici que des parents égaux seraient heureux. Donc, est-ce que les parents égaux sont tristes ou est-ce que les parents égaux sont heureux? Voilà la question que je voulais poser. Et j'ai essayé de faire ça donc, avec une approche comparative en m'intéressant à 14 pays européens. 14 pays européens, donc en Europe, on a une grande diversité de traditions d'État-providence, donc ça permet en fait de capter des traditions de genre assez différentes, des organisations, des configurations des rapports de genre différentes. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a une très grosse variation des représentations de la parentalité dans les pays européens. Donc voilà, on fait jouer le principe des variations concomitantes. Et puis, ça c'est plutôt pour la conclusion, j'interprète une partie des résultats à la lumière des différences de politique de petite enfance. Et là encore, le cadre européen est assez intéressant parce qu'on ne traite pas la question de la petite enfance de la même manière. On n'essaye pas de produire l'égalité de genre de la même manière. On organise des politiques familiales qui sont assez différentes. Alors, premier constat, il existe des variations assez importantes dans les conceptions, dans les visions de la parentalité en Europe. Donc je me suis basé sur des données d'une enquête comparative internationale qui posait des questions sur la parentalité. Et là j'en ai retenu deux, mais en vérité dans le travail statistique un petit peu plus poussé, qui sera dans l'article et pas dans le chapitre, il y a 3 indicateurs. Donc on demande aux individus si ils sont d'accord ou pas avec un certain nombre d'affirmations. Donc est-ce que les enfants empiètent sur la liberté des parents? Est-ce que les enfants sont une charge financière? Et puis il y en avait un troisième qui était est-ce que les enfants limitent les opportunités de carrière des parents?
Et donc à ces questions-là, on voit de grosses différences. Vous voyez qu'il y a quand même dans certains pays, au Portugal, et la France n'est pas loin, on a 45% des parents qui considèrent que les enfants empiètent sur la liberté des parents. Ce chiffre, il est de 5% en Suède. Et de façon un petit peu plus troublante, vous voyez qu'en France, on a aussi un niveau très très élevé sur la variable, sur la question, est-ce que vous trouvez que les enfants sont une charge financière? Donc là, on a donc 70% des parents qui sont d'accord, ou tout à fait d'accord avec cette affirmation. Or, c'est pas en France que l'enfant coûte le plus cher, individuellement, parce que le coût de l'enfant est assez largement socialisé en France, en tout cas beaucoup plus que dans certains autres pays. Donc il y a une dissociation entre le coût objectif de l'enfant et puis le coût perçu apparemment. Donc voilà, on voit de très fortes variations entre pays. Et en fait, quand on regarde ça de façon à première vue, on a du mal à trouver des cohérences. Pourquoi? Bon, on voit bien qu'il y a quand même un ensemble de pays nordiques en bas à gauche. Mais bon, au milieu de ces pays nordiques, on a les Pays-Bas, qui sont un pays dans lequel, en fait, les femmes, une fois qu'elles ont un enfant, elles ne travaillent pas beaucoup. On a l'Irlande, voilà, avec des traditions catholiques fortes. On a la Grande-Bretagne, un pays de tradition d'État-providence très libérale, qui ne soutient pas trop les parents. On a l'Allemagne, où on dit souvent, en Allemagne, les mamans sont des Rabenmutter, donc les mamans corbeaux, si jamais elles retournent au travail. Donc on ne comprend pas trop pourquoi certains des pays qui sont en bas à gauche auraient des visions positives de la parentalité. Parce qu'on a quand même des niveaux d'inégalité assez forts dans ces pays. Et c'est mélangé avec des pays dans lesquels on a plutôt pas mal d'égalité de genre. Donc voilà, quand on regarde ça à première vue, on a du mal à donner du sens à tout ça. Donc j'ai essayé de peut-être réfléchir un peu autrement à la manière de classifier les pays en termes d'égalité de genre, pour voir si on ne pouvait pas, en trichant un peu sur la définition de l'égalité de genre, si on ne pouvait pas redonner du sens à ce qu'on observe là en termes de représentation de la parentalité. Et globalement, dans la littérature, on raisonne comme ça. On crée un continuum en une dimension. En général, c'est la dimension professionnelle qui est utilisée parce que c'est plus simple à mesurer. On prend le taux d'emploi des femmes, donné au CDE. C'est très bien fait. Bureau international du travail, on a tout par trimestre depuis 50 ans. Et donc, c'est une donnée qui est très largement disponible. Et donc, on mesure comme ça. Bon, moi, ici, je vais utiliser à partir des données ISSP. Et quand on regarde la différence de temps de travail entre les femmes et les hommes, hebdomadaire, donc on voit un continuum de pays qui va des pays nordiques aux pays peut-être un petit peu plus conservateurs. Et donc, voilà, la France est bien placée, vous voyez, là-dessus. On est assez proche des pays nordiques. Et c'est assez cohérent avec ce que l'on sait. Par contre, si on met une deuxième dimension, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors j'ai fait de façon beaucoup plus systématique que dans le chapitre, puisque j'ai introduit beaucoup de variables, et j'ai fait une analyse factorielle, etc. Mais là, je le présente de façon un peu simplifiée, en introduisant une variable qui était très structurante dans le deuxième axe de l'analyse en composante principale. Et donc, quand on fait ça en deux actes assez simples, donc toujours notre égalité professionnelle en bas, et plutôt une indication de la difficulté d'articulation des temps de vie en axe vertical, et bien là on arrive à faire décoller un certain nombre de pays et on a une autre représentation en fait des configurations de genre entre pays. Et donc on a ces trois régimes, donc c'est une analyse de cluster qui est faite là, je le dessine un peu simplement graphiquement, mais c'est établi statistiquement. On a un premier ensemble de pays qui sont en fait les pays nordiques, dans lesquels, manifestement, il y a assez peu de différence entre les femmes et les hommes en termes professionnels, et puis il y a assez peu de tension dans la sphère familiale, probablement parce qu'on a aussi de l'égalité dans la sphère familiale. À l'autre bout, le régime 3, c'est un régime de pays dans lequel, finalement, la séparation des tâches entre
entre les deux sphères, les hommes qui gagnent le pain et les femmes qui restent à la maison, est resté un modèle assez dominant. Et finalement, voilà, ces pays-là se retrouvent avec des différences très fortes en termes d'égalité de genre dans la sphère professionnelle, mais aussi assez peu de difficultés d'articulation des temps de vie, précisément parce que chacun a son job. Et puis, au milieu, on a des pays qui sont en fait dans une situation de double journée féminine. Donc ça, c'est le cas en particulier de la France, hein, où les femmes sont très intégrées sur le marché du travail, mais elles rentrent plus tôt que les hommes et elles assurent la part du lion du travail domestique. Et donc quand on réutilise ces différents types de pays, cette typologie en fait des pays, dans ce graphique là que je vous avais montré au début, on le refait ici, ben là on comprend mieux en fait comment c'est distribué. Donc vous avez en bas, globalement, des pays qui relèvent à la fois du régime 1 et du régime 3, précisément parce que soit il y a un nouvel ordre de genre qui dispose en fait à plus de bonheur vis-à-vis des enfants, soit finalement, à chacun son domaine, et puisqu'il n'y a pas trop de tension entre partenaires, c'est pour ça que la parentalité est bien vécue. Et puis, à l'autre bout, vous avez le régime 2, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui sont dans cette situation de double journée féminine. Et c'est là, vraisemblablement, que se trouvent les niveaux de pessimisme parental, si on peut l'appeler comme ça, les plus élevés. Alors tout ça, c'est des relations statistiques après qui sont vérifiées, voilà, beaucoup plus que là. Je vous présente un peu graphiquement et simplement, mais c'est établi dans des modèles avec des contrôles individuels, etc. Donc, voilà, en gros, globalement, on a une sorte de relation en U, c'est ce que tu disais, beaucoup mieux que ce que j'avais l'intention de dire, donc c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, les pays dans lesquels il y a plus de bonheur, il y a le plus de bonheur parental ou le moins de pessimisme parental, c'est à la fois les pays les plus égalitaires et les pays les moins égalitaires. Et finalement, c'est les pays du régime 2, dont la France, et il faut prendre conscience de cette spécificité française à laquelle on est un peu aveugle. Il y a beaucoup de second shift, de double journée des femmes en France, et apparemment c'est lié, on s'est associé à plus de pessimisme parental. Alors la question c'est pourquoi les parents des pays nordiques, c'est-à-dire les pays dans lesquels il y a une égalité extensive, à la fois dans la sphère professionnelle et dans la sphère domestique, sont-ils plus heureux ? Eh bien, on peut essayer d'explorer cette question-là à partir de l'analyse des politiques publiques qui sont mises en place dans les pays nordiques. L'exemple le plus typique de ça, c'est le congé parental qui a été mis en place en premier en Suède et qui s'est généralisé à l'ensemble des pays nordiques, qui est un congé parental partagé, neutre en termes de genre, qui s'est mis en place en 1974 en Suède, donc il y a une vraie antériorité historique du dispositif, et qui, de fait, associe parentalité, parce qu'un congé parental long, qui valorise vraiment l'entrée dans le travail parental des deux parents, et donc égalité de genre, puisque les deux parents sont concernés, avec des dispositifs d'incitation d'entrée dans la parentalité des pères qui se sont développés un peu progressivement. Voilà, donc on a une association en fait avec cette réforme du congé parental, des questions de parentalité et d'égalité de genre. Ça permet en fait, quand on se décentre du cas français et de notre réflexe français de condamnation du congé parental, puisqu'on considère que le congé parental en fait c'est une prison pour les mères, à juste titre en France en fait. Du coup, ce qu'on essaie, c'est de bricoler pour éviter qu'il y ait des trappes à inactivité. C'était l'enjeu de la réforme de 2014. Et puis aujourd'hui, la réforme qui était vaguement en cours avant l'explosion de la dissolution, c'était aussi d'éviter que les femmes soient enfermées effectivement dans un congé parental trop long qui leur éviterait les évolutions de carrière ensuite. Donc en France, en fait, on conçoit le congé parental comme un piège pour les femmes. En vérité, c'est une opportunité d'enrôlement des hommes dans la paternité, sous certaines conditions, quand c'est organisé de manière partagée et neutre en termes de genre.
Donc ça, c'est très bien documenté par la littérature. Quand les hommes prennent le congé parental, eh bien, ça a des répercussions de long terme, des effets de long terme sur leur engagement parental et domestique. Et pourquoi les parents français sont-ils si pessimistes? C'est peut-être parce qu'on a fait des choix de politique complètement inverses, c'est-à-dire abandonner la question du congé parental. On a un congé parental qui est un peu résiduel en France, en vérité, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès aux solutions délégataires, donc la crèche ou les assistantes maternelles. C'est très segmenté socialement, évidemment. Donc on a laissé le congé parental de côté, et puis on a plutôt mis le paquet, et on est les champions d'Europe de ça, du côté du faire-faire, c'est-à-dire donc de ces solutions de garde formelle, très tôt, très précoce. Et en fait, si vous dépossédez les parents de leurs enfants très tôt en faisant ce type de politique familiale, on peut se poser la question de est-ce que vous leur donnez l'occasion de rentrer dans l'acte parental, de se socialiser à la parentalité, d'adopter des gestes parentaux, etc. De fabriquer, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les psychologues le savent mieux que moi, ce lien parent-enfant. C'est une grande question, mais a priori, ce qu'on observe en tout cas, c'est que les parents français ne sont pas les plus heureux d'Europe. Donc ça permet de discuter de ces conséquences qui sont peut-être mal vues de ce que produit le faire-faire en fait. Voilà. Donc le faire-faire d'une certaine manière en contribuant à la dévalorisation sociale générale de la parentalité, donne pas très envie aux hommes de rentrer dans le jeu, quoi. On peut le dire comme ça, quoi, de façon un peu simpliste. Donc, d'une certaine manière, ça renvoie un petit peu au sens de causalité qu'il y a entre ces deux choses. Donc, j'avais intitulé le chapitre « Parents égaux, parents heureux ». Donc, s'il y a plus d'égalité de genre, peut-être que ça favorise des représentations optimistes de la parentalité. Mais peut-être qu'inversement, si on a une valorisation sociale de la parentalité, c'est peut-être ça qui fabrique plus d'égalité de genre, parce qu'il y a de l'implication des pères dans cet acte social désormais valorisé. Voilà, merci.